Bonjour, je suis Pascal Guillot, cardiologue rédacteur à Rennes et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de Cardio Online Gilbert Habib, chef de service de cardiologie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Gilbert Habib, bonjour. Bonjour. L'an dernier sont parues des recommandations sur l'endocardite bactérienne dont vous étiez le chairman. Pouvez-vous nous en donner les principaux éléments? Oui, ça fait un an déjà, hein, le temps passe et effectivement il est peut-être le moment d'en tirer la quintessence. Et je dirais que s'il y a des choses un petit peu nouvelles dans ces recommandations qu'on doit garder à l'esprit, il y en a peut-être deux. La première, c'est l'imagerie multimodalité. On a bien sûr tous à l'esprit le rôle majeur de l'échocardiographie dans le diagnostic d'endocardite infectieuse, mais à côté de cela, de plus en plus se développe l'apport de nouvelles techniques comme le PET scan, et même le scanner thoracique, quand il est synchronisé et pratiqué par des spécialistes, peut apporter des informations importantes. Cette approche multidisciplinaire est vraiment un point très important qui s'est développé, qui se développe dans tous les centres, qui mérite qu'on y travaille encore, mais qui a été tellement implémenté, tellement efficace, qu'il a été ajouté dans les recommandations au point qu'on a même modifié, on s'est permis de modifier les critères diagnostiques, les fameux critères de Duke de l'endocardite infectieuse, et on a proposé de remplacer les termes de critères diagnostiques majeurs qui étaient l'échographie et les hémocultures par imagerie et hémoculture, et dans l'imagerie on entend échographie, PET scan et également scanner thoracique. Ça c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, qui est vraiment dans l'air du temps, je pense, c'est la notion de Heart Team, ou plus exactement de Endocarditis Team, l'équipe endocardite. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est une maladie qui présente divers aspects, au point qu'on ne peut pas la traiter tout seul. On ne peut pas prétendre, cardiologue tout seul ou infectiologue tout seul, traiter une endocardite infectieuse. On a besoin d'être autour d'une table et d'avoir plusieurs personnes qui partagent leur expérience. Il y a aussi le chirurgien, il y a aussi le neurologue, il y a aussi le réanimateur. Plusieurs personnes doivent être autour de la table. Et cette approche multidisciplinaire a montré qu'elle permettait d'améliorer le pronostic de ces patients. Et ceci a été montré dans une nouvelle publication très récente, au point que ça a été mis comme une nouvelle révolution, je dirais, dans les guidelines, c'est-à-dire que ça a été mis comme quelque chose qu'il faut faire. Et donc c'est la deuxième nouveauté de ces guidelines qui ont été publiés l'an dernier. Donc l'imagerie multimodalité d'un côté et la notion d'équipe endocardite de l'autre. Très bien. Alors donc ce sont des recommandations assez novatrices qui nous obligent à changer nos habitudes. Est-ce que vous pouvez nous dire si elles sont déjà rentrées en pratique ou s'il y a encore du chemin à parcourir? Alors vous savez, c'est toujours difficile d'appliquer les recommandations. Je dirais qu'il y a deux choses. D'une part, c'est difficile de les appliquer. Et d'autre part, on ne sait pas très bien comment elles sont appliquées parce qu'il y a très peu de travaux qui ont cherché à savoir comment sont appliquées les recommandations. Donc on va y venir. Donc comment elles sont appliquées? Je dirais que sur le point de l'imagerie multimodalité, ça doit être réservé peut-être à des centres de référence, et c'est l'idée qui est développée également dans ces guidelines. Et si on a plusieurs centres en France, des grands centres, qui fonctionnent de cette façon, avec l'imagerie multimodalité, et qui fonctionnent également avec une équipe endocardite. Je crois qu'on n'est pas les seuls à Marseille à faire ça, hein. Plusieurs centres fonctionnent comme ça, à Rennes d'ailleurs, par exemple, mais également à Paris et dans bien d'autres villes. Donc dans la pratique, c'est ce que nous faisons. Après, comment c'est appliqué dans l'ensemble de la population, ça c'est beaucoup plus difficile à appréhender et on va travailler sur ce sujet puisque au niveau européen maintenant c'est un peu l'idée de faire des recommandations et après de faire ce qu'on appelle un registre, et notre registre s'appelle Euro-Endo, c'est un registre qui vient de débuter et qui va chercher à savoir, il va y avoir différents objectifs hein, bien sûr, mais un des objectifs c'est de savoir comment sont justement appliquées ces recommandations dans la pratique courante. On aura la réponse je pense dans 2 ans, puisqu'il va y avoir 1 an d'inclusion, puis après encore 1 an ou 2 ans de suivi. Donc probablement à l'ESC 2020, on aura la réponse à cette question. Alors dans les recommandations, il y a toujours un volet, on va dire, pharmacologique, thérapeutique. Quelles sont les recommandations en termes d'antibioprophylaxie chez les porteurs de prothèses? Alors c'est une question qui est toujours débattue. L'antibioprophylaxie doit être poursuivie chez les patients qui sont porteurs d'une prothèse valvulaire. Avant, on avait tendance à faire une antibioprophylaxie un petit peu générale à tous les patients valvulaires. Les dernières recommandations, et là les recommandations américaines et européennes, de 2009 par exemple, déjà, étaient bien d'accord pour dire qu'il ne faut plus faire une prophylaxie chez tout le monde, mais réserver cette antibioprophylaxie à 3 groupes de patients. Les patients porteurs d'un antécédent d'endocardite infectieuse, les patients qui ont une cardiopathie congénitale un petit peu complexe non corrigée, et justement les patients porteurs de prothèses valvulaires. Donc la réponse c'est oui, et c'est la même chose en 2015, c'est la même chose dans les 2 recommandations américaines qui ont été publiées en 2014. Il faut continuer à faire une antibioprophylaxie spécifiquement
à ce groupe de patients. Pourquoi? D'une part parce que le risque d'endocardite est un peu plus important que dans le reste de la population, et d'autre part, et peut-être surtout, parce que quand il y a une endocardite chez ces patients, la gravité de l'endocardite est plus importante. Voilà les raisons pour lesquelles on n'a pas supprimé complètement l'antibioprophylaxie, il faut continuer à la faire dans ce groupe de patients notamment, et ça correspond quand même à un grand groupe de patients. Au passage, on a rajouté dans les recommandations les TAVI également, puisque ce sont aussi des prothèses valvulaires, donc il faut les inclure parmi les pathologies à risque qui méritent une antibioprophylaxie. Donc ça ne change pas, on peut dire. Et il y avait également une contre-indication classique chez les porteurs de prothèses, c'est celle des implants. Or, c'est des questions qui sont fréquemment soulevées compte tenu de l'évolution des choses. Qu'avez-vous de nouveau à nous dire sur le sujet? Alors il y a du nouveau. En fait, les implants, on n'a jamais eu la réponse dans les recommandations jusqu'à présent, hormis peut-être des recommandations françaises d'il y a une dizaine d'années qui avaient amorcé une discussion sur ce sujet. Il n'y avait pas de réponse parce qu'il n'y avait pas de grandes études sur ce sujet. Néanmoins, la question a tellement été posée, donc en 2009, on n'avait pas donné de réponse. La question nous a été tellement posée, et je crois que c'est une bonne question, qu'on a fini par le mettre dans les recommandations de 2015, et il y a la réponse à la question, qui est une réponse de bon sens. La réponse de bon sens est la suivante. En théorie, il vaut mieux éviter de mettre du matériel prothétique dans une bouche, donc il y a une contre-indication théorique, mais en pratique, il vaut mieux avoir des implants bien faits, bien mis par un bon spécialiste dans des bonnes conditions, plutôt que des soins répétés sur une dentition de mauvaise qualité. Donc l'idée, c'est un peu de sortir de l'idée de la prophylaxie elle-même, c'est-à-dire de donner des antibiotiques spécifiquement à un moment donné pour un geste, pour partir sur l'idée de la prévention. La prévention, c'est prévenir l'infection en permanence, c'est-à-dire encourager tous les patients, pas que les patients porteurs de prothèses d'ailleurs, à aller voir le dentiste 2 fois par an et à avoir la meilleure hygiène dentaire possible. Donc pour répondre à votre question, les implants, non, ne sont plus strictement contre-indiqués. Ça doit être discuté au cas par cas et ça a été écrit dans les nouvelles recommandations pour la première fois également. Merci Gilbert Habib. Avec plaisir.